Vraiment technique où on va parler de la lumière et de l'exposition. Observez bien cette barre en bas, elle aura plus de sens dans quelques instants. Donc, on l'a déjà dit, la lumière est la matière première de la photographie. Sans lumière, il n'y a pas de photo et cette définition est valable même aussi en vidéo. Par exemple, là, si j'éteins, hop, vous voyez, l'image devient un peu plus sombre, même comme ma caméra va essayer d'ajuster ces paramètres pour que j'ai une bonne exposition, mais la lumière est indispensable à la pratique de la photographie. Ok? Donc, en termes techniques, justement, cette quantité de lumière-là est appelée l'exposition. Ok? C'est ce qu'on appelle l'exposition, la quantité de lumière. On fait donc intervenir ici deux autres termes, à savoir la sous-exposition et la surexposition. Regardez cette photo. Quand vous regardez l'image, vous pouvez clairement distinguer tous les détails de l'image parce que la quantité de lumière est suffisante pour les mettre en avant. Par contre, on dira qu'une photo est sous-exposée lorsque la quantité de lumière est insuffisante et que les détails de l'image se perdent dans le trou noir. Donc, on dira simplement que cette photo est sombre. Et on dira qu'une photo est surexposée lorsqu'il y a trop de lumière sur l'image. Cette photo-là tend plus vers le trop blanc. Ok? Donc voilà les deux termes à retenir concernant l'exposition. Et une photo est correctement exposée lorsque la quantité de lumière est suffisante pour que soient visibles les détails importants de l'image, du sujet, sans qu'aucun ne soit perdu, soit dans le trop blanc, soit dans le trop sombre. Ok? Donc, maintenant, dans votre écran, l'écran de votre appareil photo, vous aurez derrière ce tableau, si vous voulez, derrière votre écran ou dans votre viseur, qui va vous montrer la barre d'exposition. La barre d'exposition, c'est une barre qui mesure la quantité de lumière disponible qu'il y a en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et c'est aussi une barre qui vous indique le résultat que vos paramètres ont sur l'exposition de l'image parce que vous pouvez paramétrer votre appareil pour avoir la bonne exposition. Ok, donc ça sert d'instrument de mesure en général. Sur un écran Canon, voilà comment se présente la barre. Sur un écran Nikon, voilà comment se présente la barre. Et en général, lorsque le curseur tend vers moins, plus il tend vers moins, plus la photo sera sombre. Plus il tend vers plus la photo sera blanche. Et lorsqu'il est autour de 0, entre les deux 1, en général, on aura une bonne exposition ou une exposition acceptable. Ok. Maintenant, observez bien, il y a trois fonctions principales, trois paramètres principaux qui nous intéressent aussi à ce niveau. Il y a 1/20, 1 fraction 20 ou 1 fraction 120. C'est un paramètre qui s'appelle la vitesse, que nous allons comprendre plus en détail tout à l'heure. Nous avons un paramètre précédé de f, f2.8 ou f5.6. C'est un paramètre qu'on appelle l'ouverture. Et un troisième paramètre qu'on appelle l'ISO, qui règle la sensibilité de l'appareil à la lumière. Ce sont ces trois paramètres-là combinés qui influencent donc l'exposition. Donc visuellement, voilà à quoi ce que nous sommes en train de dire ressemble. Nous avons une image sous-exposée, une image sombre, une image où les détails se perdent dans les ombres, dans le trou noir. Et en général, le curseur va tendre vers -2. Nous avons une photo correctement exposée où tout est clairement visible sur l'image. On peut distinguer tous les détails. On peut distinguer l'action qui se passe sur l'image. Et nous avons une image surexposée où les images se perdent de plus en plus dans le trop blanc. Donc, c'est dans ces trois paramètres-là que nous avons vu tout à l'heure qu'on va appeler le triangle, la trilogie de l'exposition. Donc, pour nous résumer, l'exposition, c'est simplement la quantité de lumière qui entre dans l'appareil et qui nous indique si notre photo sera correctement exposée. Mais maintenant, pour aboutir à cette exposition, il y a des paramètres qu'on va utiliser dans notre appareil. Ok, qu'on appelle donc le triangle, parce qu'ils sont trois,
qui fonctionnent ensemble ou la trilogie de l'exposition. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Le premier paramètre s'appelle l'ouverture, aperture en anglais. Très important de connaître les termes en anglais au cas où vous voulez plus de ressources. Le deuxième, c'est shutter speed, la vitesse. Le troisième, c'est l'ISO ou la sensibilité du capteur. OK? Retenez bien ceci. Chacun de ces éléments a une influence sur l'exposition, donc la quantité de lumière qui entre, et un effet secondaire sur l'image, sur le rendu final de l'image. Donc, on va apprendre chacun de ces éléments dans sa fonction première et on va aussi voir quel est l'effet secondaire qu'il a sur l'image et on va comprendre la relation qui les unit tous les trois. OK? Donc, on commence par l'aperture. OK? Je vais d'abord vous montrer un peu le principe du voyage de la lumière dans l'appareil photo. Donc, votre appareil photo, normalement, a deux parties. Un boîtier, comme ce que vous voyez, on appelle le body camera, auquel vous pouvez attacher un objectif. Et il y a divers types d'objectifs qui ont divers types d'effets, qui ont divers types de prix et qui ont différentes ouvertures. Donc, lorsqu'on met les deux ensemble, on a notre boîtier complet et maintenant on peut prendre des photos. Donc, la lumière va passer par l'objectif, rencontrer ce qu'on appelle le shutter, qui est une sorte de rideau qui se lève, que vous pouvez voir là. OK, qui est une sorte de rideau qui se lève. Et derrière ce rideau, il y a ce qu'on va appeler le capteur. OK, l'ouverture dépend de l'objectif. La vitesse règle comment notre rideau se lève ou se baisse. Et le capteur enregistre notre image et a une influence sur la sensibilité, c'est-à-dire sur l'ISO. Mais nous aurons une vidéo pratique de démonstration où nous allons entrer en profondeur. Maintenant que vous avez retenu que l'ouverture dépend de l'objectif, comme son nom l'indique, l'ouverture ou aperture, c'est simplement une ouverture permettant la répétition par laquelle la lumière va passer. En toute logique, plus l'ouverture est grande, plus vous laissez passer de lumière, plus l'ouverture est réduite, moins vous laissez passer de lumière. OK? C'est aussi simple que ça. Et l'ouverture est exprimée par convention, donc quelle que soit la marque, à l'aide de la valeur F, fraction ou F. Toutefois, la nuance ici, si vous avez même prêté attention à l'image du bas, ce que je vous invite à faire, c'est que pour un petit F, F2 par exemple, on a une grande ouverture et pour un F plus fermé, pour un plus grand chiffre F, F22 par exemple, on a une plus petite ouverture. Je vais vous illustrer ça ici. Donc, prenons par exemple cet objectif. OK, regardez bien au centre ce qui va se passer. Donc là, disons que je suis à F 1.4 par exemple, parce que cet objectif ouvre jusqu'à F 1.4. Et maintenant, je vais aller vers F22 en fermant les lamelles de mon objectif. Vous regardez, vous remarquez comment l'ouverture au fond devient plus petite. Donc, voici à quoi ressemble F22. Voici à quoi ressemble F4, F22, F4, F22, F4. OK? Donc, la nuance est juste de retenir que plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Plus le chiffre est grand, moins l'ouverture est grande. OK? Donc, et logiquement, ça va laisser passer moins de lumière. Mais il y a un deuxième effet à cela qu'on va retenir, qu'on va observer. Prenons d'abord le temps de regarder cette vidéo. Donc, au niveau de l'ouverture qu'on appelle le diaphragme, on a donc les lamelles que je vous ai montré qui s'ouvrent pour laisser passer la lumière ou qui se ferment. Ce sont des lamelles, ça c'est juste pour illustrer un peu l'aspect technique. On ferme, on ouvre. Plus le chiffre est grand, plus l'ouverture réduit. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Donc,
Par exemple, là, f2.5, vous voyez. OK. Et voilà à quoi ça va ressembler sur le capteur, sur l'écran de votre appareil. OK. Donc, c'est simplement ça, la logique. Donc, voilà l'indicateur du niveau d'ouverture qui dépend de l'objectif utilisé. Donc, il y a un autre effet à l'ouverture qu'on va voir tout de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les objectifs n'ont pas toujours la même ouverture. Et l'ouverture est une des clés qui détermine le prix d'un objectif. Voilà donc le deuxième effet dont on parle. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce type de photo et vous vous êtes demandé, mince, comment ils font pour avoir ce flou. Aujourd'hui, je vous donne donc le secret pour ce flou artistique qui détache le sujet et qui donne aux photos un aspect professionnel, c'est l'ouverture. OK? Donc, en plus d'avoir une influence sur la quantité de lumière, l'ouverture influence également la profondeur de champ. La profondeur de champ ou l'intensité du flou. Là, on a f1.8 et là, le flou est vraiment intense. On peut parler de profondeur de champ, on peut parler de zone de netteté, donc la quantité de l'image, la partie de l'image qui est vraiment claire. Donc, vous pouvez dire la profondeur de champ, la zone de netteté ou le flou artistique. OK. Donc, plus le diaphragme est ouvert, plus la zone de netteté est infime. Ça veut dire plus le flou est intense. On appelle également ce flou le bokeh. OK? Mais prêtez très attention à l'image suivante. Voilà. Observez l'image et tout de suite, vous avez une différence visuelle. Donc, autant on a un flou très beau, un beau portrait, le sujet est détaché du background. Mais de l'autre côté, on commence à voir plus de détails de ce qui est derrière le sujet. Pourquoi? Parce que l'ouverture est différente. Donc, l'ouverture influence l'intensité de ce flou, la profondeur de champ et la zone de netteté. Simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus mon objectif est ouvert, plus mon flou est intense, plus je peux avoir ce genre d'effet à f1.8 et plus je réduis, OK, donc plus c'est comme ça, plus le flou sera intense lorsque je vais focaliser sur un sujet et plus je réduis, plus je fais apparaître de détails sur mon image. Et là, vous commencez à voir plus de détails du background sur la même photo avec les mêmes réglages, mais l'ouverture a changé. Donc, c'est ça le secret derrière ce flou-là. Et c'est pour ça que le prix des objectifs sera différent en fonction de l'ouverture maximale de ces objectifs-là. Donc, en intensifiant le flou, on réduit la zone de netteté et on peut facilement séparer le sujet du background et donc créer des effets, faire de beaux portraits. Par contre, si votre intention sur la photo est que le maximum de détails soit visible, OK, là vous allez augmenter la zone de netteté, donc vous allez réduire le flou et pour ce faire, vous allez avoir une ouverture, vous allez fermer un peu plus en augmentant le chiffre F. Je sais que ça peut un peu embrouiller, mais si vous répétez plusieurs fois, si vous suivez plusieurs fois, vous allez voir que c'est vraiment simple à comprendre. Donc, à la base, ça dépend de l'intention. Si mon intention est de séparer le sujet du fond, de faire ce flou intense, automatiquement, je sais que j'aurai déjà une grande ouverture. Mais si j'ai une photo de groupe, je veux que plus de personnes soient visibles, je vais essayer d'avoir une ouverture vers 5, 6, ainsi de suite pour faire apparaître plus de détails sur l'image. L'autre effet, c'est que je dois me souvenir que plus c'est ouvert, plus j'ai de la lumière qui entre. OK, donc il faudra forcément compenser avec un autre paramètre. Donc ça, c'est le premier paramètre qui dépend donc de l'objectif. Et je vous ai donc livré le secret de ce flou professionnel-là. Donc voilà ça que nous résumons dans ce tableau. Observez bien
f1.4 par exemple, parce que vous avez des objectifs qui peuvent aller à f1.4, f1.2 même. Donc imaginez, plus ouvert, plus le flou serait intense, plus la zone de netteté serait infime. Vous pouvez faire un portrait où vous focalisez sur l'œil d'une personne et le reste est dans ce flou glacé là, parce que vous avez ouvert au max. Maintenant, on réduit notre ouverture en augmentant le chiffre S et progressivement on se rend compte qu'il y a plus de détails, il y a davantage de détails que nous faisons entrer sur notre image. Donc, il n'y a plus vraiment de séparation entre le sujet et le background de l'image. OK? Donc, ça, c'est le premier paramètre qui s'appelle l'ouverture. Retenez l'essentiel. Donc, plus j'ouvre, plus j'ai de lumière et plus mon flou est intense. Et plus ma zone de netteté est infime. Plus j'ouvre, plus j'ai de lumière, plus mon flou est intense, plus ma zone de netteté est infime. Inversement, moins j'ouvre en agrandissant le F, par exemple F22, F11, moins j'ai de lumière qui entre logiquement parce que je réduis, mais plus j'ai de détails sur l'image. Donc, mon flou commence carrément à disparaître. OK? Donc, tout dépend de votre intention lorsque vous prenez la photo. OK? Deuxième paramètre que nous allons aborder maintenant, c'est l'exposition. C'est la deuxième paramètre de l'exposition, oui, c'est la vitesse de l'obturateur qu'on appelle encore le shutter speed. Je vous ai dit que c'est ce petit rideau qui va se lever en fonction de lorsqu'on appuie. Donc, il va se lever pendant une certaine durée, tchak ou tchakap ou tchakap. OK, comme on dit souvent. Et ça va donc permettre à la lumière d'entrer dans l'appareil pendant une durée précise, une durée déterminée par nous. C'est simplement ça la vitesse. C'est la durée pendant laquelle on laisse la lumière entrer. Maintenant, l'union entre l'aperture et la vitesse, c'est que je peux compenser une ouverture réduite par une plus longue durée, comme je peux compenser une grande ouverture par une vitesse plus rapide pour avoir la bonne exposition. Parce que souvenez-vous, l'exposition, c'est la combinaison des trois paramètres donc, qui créent l'équilibre final. OK? Donc, c'est la durée pendant laquelle le rideau reste ouvert, pendant laquelle l'objectif laisse passer la lumière dans l'appareil. Mais la vitesse a également un autre effet sur le rendu de l'image. Comme l'ouverture avait pour effet le flou, la vitesse a ce qu'on appelle comme incidence le risque de faire apparaître le flou de mouvement. OK? Donc j'ai déjà dit qu'on peut compenser une situation de la lumière ambiante et insuffisante en augmentant la durée de la capture. Toutefois, en ralentissant la vitesse, on prend le risque d'avoir du flou de mouvement. Mais prenons le temps de regarder déjà sur notre écran arrière de l'appareil le chiffre indiqué par une fraction, 1/60e. On peut aller jusqu'à 30 secondes aussi. Donc là, vous aurez 30 avec comme deux guillemets ou un seul guillemet pour vous indiquer 30 secondes. Mais la plupart du temps, on travaille avec des fractions. Et souvenez-vous que plus le chiffre après la fraction est grand, plus c'est rapide parce que c'est l'inverse des chiffres normaux. Donc, un 8 millième de seconde sera plus rapide que 1/60e de seconde, par exemple. OK? Donc, voilà comment c'est indiqué. On peut également régler ces paramètres en général avec cette molette-ci sur les appareils. On tourne comme ça et on va modifier ces paramètres. Mais comme j'ai dit, on aura une période de démonstration. Donc là, on est vraiment sur la théorie d'abord. Donc, maintenant, observons le deuxième carré en bas et on se rend compte que en fonction de la vitesse, notre personnage qui est en déplacement est plus ou moins flou. OK? Pourquoi? Parce que une vitesse lente va vous faire courir le risque d'insérer du flou. Pardon. Va vous faire courir le risque d'insérer du flou de mouvement sur l'image. Donc, lorsque le sujet que vous photographiez
est en mouvement ou se déplace et que la vitesse que vous avez déterminée n'est pas assez rapide pour figer son mouvement, vous allez avoir du flou de mouvement qui apparaît et c'est ce qui est illustré là. Par contre, lorsque la vitesse est très rapide, vous pouvez même figer un objet en déplacement au point où on pense qu'il était sur place. Et c'est en général ce genre de vitesse qu'on utilise pour filmer par exemple des gens qui sautent, qui sont en l'air, qui sont en altitude. Parce que ça va nous permettre de figer justement leur mouvement. Mais maintenant, si on veut laisser quand même une sensation de déplacement, mais juste un peu de flou, là par exemple à 1,30, on a bien un petit flou, mais on voit quand même le sujet et ça peut justement communiquer cette sensation de déplacement là. Ok, donc voilà la vitesse et son effet secondaire. En image, voilà ce que ça nous donne. Donc vous avez 1/15 de seconde, on a une photo relativement bien exposée, on voit bien que c'est la flamme d'une bougie qui brûle et plus on réduit la vitesse, on tend vers une demi-seconde. Ok, on a plus de lumière qui entre parce qu'on a augmenté la durée de la capture. Donc plus de lumière entre et là, notre photo est surexposée parce que les détails de l'image se perdent dans le trop blanc. Ça, c'est le premier effet et c'est assez aisé à comprendre. Maintenant, deuxièmement, on a un objet qui tourne en mouvement et on prend la photo avec une vitesse d'1 seconde. Donc, on met notre shutter à 1 seconde et on ne distingue même pas ce qui se passe. On voit juste les bords de l'objet, mais on ne voit pas les hélices. Lorsqu'on augmente la vitesse et qu'on part à 1/15 de seconde, on commence à voir ces hélices là qui sont en mouvement, bien qu'elles soient floues, mais on sent quand même qu'il y a du mouvement et ça peut être ça l'effet recherché. Et lorsqu'on augmente on prend la même photo à 1/160e de seconde, on n'a même plus l'impression que l'objet bouge. L'objet est figé. L'objet est figé, parce que la vitesse est assez rapide pour figer ce mouvement-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Ça a une influence sur la durée. Lorsqu'au niveau de la lumière, j'ai ce que je veux, maintenant, il faut que je sache si je veux figer mon objet, s'il va se déplacer, s'il est mobile, à quelle vitesse je dois mettre pour qu'il n'y ait pas de flou sur mon image. Ok? Donc voilà ce que la vitesse donne en illustration, c'est un peu ce qu'on a dit. Vous avez 1 millième de seconde, le sujet est statique, mais à une demi-seconde, on ne voit même pas. Évidemment, si le sujet n'est pas en mouvement, là, il n'y a pas vraiment de souci, il n'y a pas vraiment de problème ou de difficulté à ce moment-là. Ok, donc voilà en ce qui concerne la vitesse. Évidemment, elle a aussi une influence sur la lumière et elle va ensemble avec l'ouverture. Ok? Donc, pour finir, on va parler du paramètre qui est le plus simple à comprendre, qui est l'ISO. L'ISO, comme vous voyez, on peut aller ISO 100, ISO 200, ISO 300, 400, ainsi de suite, même ISO jusqu'à 32 000. Qu'est-ce que l'ISO fait? L'ISO permet de contrôler la sensibilité du capteur en fonction de la quantité de lumière ambiante disponible. Ok? L'ISO me permet de doubler la sensibilité de mon capteur. Ça veut dire que dans une situation où j'ai déjà réglé mon ouverture comme je veux, j'ai réglé ma vitesse comme je veux, mais la barre d'exposition m'indique toujours que ce n'est pas suffisant, je peux doubler la sensibilité de mon capteur en passant par exemple de ISO 100 à ISO 200 pour avoir une exposition correcte. Ok, mais il y a aussi un danger, un effet secondaire comme les deux autres, c'est que le paramètre ISO a un impact sur la qualité de l'image et l'apparition du bruit numérique. On va voir l'illustration tout à l'heure. Ok? Mais justement, l'ISO peut vous sortir des situations où vous n'avez pas assez de lumière. Vous rendez le capteur 2 fois plus sensible, 4 fois plus sensible, 8 fois plus sensible. Mais le danger, c'est vraiment l'apparition du bruit. C'est ce qu'on peut mieux apprécier ici avec cette photo. Donc, on quitte de ISO 100
qui est l'idéal parce qu'on n'aura pas de bruit, la photo sera très claire. Au niveau des détails, il n'y aura pas de bruit. Mais avec ISO 100 et nos paramètres, cela ne nous permettait pas de voir clairement l'image. Donc, on commence à augmenter l'ISO, ISO 320. On commence à voir comment distinguer les détails de l'image. ISO 800, c'est acceptable, c'est bon, on voit le vert, on voit les fruits. Mais plus on monte, plus l'image commence à être un peu saccadée par des petits points, des petits grains. Et à ISO 6400 par exemple, on a plus de lumière qui entre parce que le capteur est évidemment plus sensible, mais on a aussi beaucoup de détails de l'image qu'on a perdu dans ce qu'on appelle le bruit. Ce sont des petits grains, c'est comme de la poussière sur l'image et ce n'est pas vraiment flatteur. Ok, mais justement l'ISO permet de sortir de ces situations-là et une bonne stratégie c'est de ne jamais dépasser le plancher de ISO 800 pour que l'image vraiment soit claire sans être polluée par ce bruit. Ok, donc aussi sur notre image d'illustration, on a donc ISO 50, l'image est claire, propre, 100, clair, propre. À partir de 200, on commence à voir ces petits grains, ces petites poussières apparaître sur l'image, ainsi de suite, ça s'empire, plus on rend le capteur sensible. Ok, maintenant il y a des appareils qui permettent d'aller vraiment loin avec peu d'ISO, qui coûtent plus cher évidemment, mais l'idéal en fonction de la lumière que vous avez, c'est d'avoir l'ISO le plus bas possible. Ok, donc voilà nos trois paramètres. On a vu ce que chacun représente personnellement. L'ouverture, on a également vu son effet secondaire, l'intensité du flou artistique de l'image ou la zone de netteté ou la profondeur de champ. On a vu la vitesse qui me permet de déterminer la durée pendant laquelle la lumière entre dans mon appareil et qui permet ou non l'apparition du flou de mouvement si je suis en train de photographier un sujet qui se déplace, et l'ISO qui me permet d'augmenter la sensibilité de mon capteur à la lumière disponible. Là donc c'est l'illustration des trois avec un robinet. Disons que le seau plein représente l'exposition qui est le résultat de la combinaison des trois paramètres. Notre eau va passer par différentes ouvertures et observez, plus l'ouverture est réduite, plus il faut de temps pour avoir la même quantité d'eau, donc pour compenser. Ok, et automatiquement dans ma tête je me dis, et l'effet secondaire c'est quoi? C'est que plus je tends vers F16, plus sur mon image je vais faire apparaître évidemment plus de détails, et à F4 j'aurai quand même encore ce flou là qui me permet de séparer le sujet du fond. Dans notre illustration, on a donc le temps, la vitesse, on a l'ouverture qui influe sur le temps et vice versa, parce qu'à une plus grande ouverture logiquement il faut moins de temps pour remplir la bassine, et une plus petite il faut plus de temps. C'est la même chose avec la lumière. Ici, donc, l'ISO va représenter le débit de l'eau. Donc, si j'ouvre le robinet à 1/4, il faut une certaine ouverture et il faut peut-être plus de temps pour remplir le seau. Mais si j'ouvre le robinet 100% full, le débit est fort, c'est-à-dire mon ISO est vraiment sensible à la lumière. J'aurai besoin de moins de temps pour remplir le seau. Et dépendamment de mon ouverture aussi, j'aurai besoin de plus ou moins de temps. Donc c'est donc un mariage à trois et chacun influe un peu sur l'autre. Mais en général, dans cette configuration, l'ISO est le paramètre qu'on touche le moins parce que dès qu'on arrive, on observe la lumière qui en met le bon ISO. Si on est en plein soleil, ISO 100, c'est l'idéal. En général, on n'a pas besoin de plus. Mais si on est en intérieur, on va ajuster en fonction de ce que la barre d'exposition nous indique et ce que nos autres paramètres ont comme résultat. Donc, voilà les trois paramètres. Ça peut sembler nouveau, mais c'est vraiment simple. Dans les démonstrations, dans la pratique que vous-même vous allez faire, vous allez davantage comprendre l'influence. On a donc parlé de l'ouverture. L'ouverture qui influe sur la largeur de la profondeur de champ ou de la zone de netteté ou sur l'intensité du bokeh
c'est-à-dire le flou de l'image. L'ouverture, plus c'est ouvert, plus le chiffre F est petit, F1.4. Visuellement, voilà ce que ça donne. F32, l'ouverture est plus petite et on a plus de détails sur l'image. On laisse passer moins de lumière, on a plus de détails. La vitesse influence l'apparition du flou de mouvement sur l'image, notamment pour les sujets rapides. On a l'illustration là, une demi-seconde. Notre sujet court, on ne le voit pas du tout. À 1 millième de seconde, on a l'impression, même 1/500e, que notre sujet est carrément sur place. Et si on veut laisser cette petite sensation de mouvement, on peut photographier même à 1/60e de seconde comme ça. On voit le sujet et on a bien l'impression qu'il bougeait. Et le shutter ou la vitesse me permet donc de contrôler aussi la durée pendant laquelle la lumière va entrer dans ma caméra. Et enfin, la sensibilité, l'ISO, influence donc la clarté de l'image, ok, à travers l'apparition ou non du bruit numérique, encore appelé le grain, ok. Donc là, on a cette illustration qu'on a vue tout à l'heure et il faut comprendre que ces trois éléments-là s'imbriquent donc pour nous donner le rendu final qui est soit une bonne exposition, soit une photo sous-exposée, soit une photo surexposée. Ok, donc dans notre prochaine vidéo, nous allons approfondir encore ces notions, voir comment chacune d'elles fonctionne et voir comment les appliquer pratiquement sur l'appareil photo. Donc merci d'avoir suivi. Posez toutes vos questions, je suis là pour y répondre et rendez-vous à la prochaine session. Merci.